Israël n'aura peut-être pas décroché la Lune, mais garde la tête dans les étoiles. Et la société Specayel annonce que le projet Bereshit 2 est déjà lancé. Nous tenterons de voir avec l'un des ingénieurs si cette ambition est purement civile ou aussi militaire. Un retour sur Terre qui peut parfois faire mal. Une délégation israélienne a préféré décliner son voyage à Bahreïn. Raison invoquée, les menaces proférées par une milice chiite locale pro-iranienne. Et dans un contexte régional tendu, une info qui pourrait sans doute terroriser les nostalgiques du Troisième Reich. L'armée allemande lance une campagne de recrutement d'aumôniers juifs. On en parle dans un instant. Mais avant cela, c'est l'essentiel de l'actu défense de la semaine. Bonsoir, Myriam Herman. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. On commence tout de suite par cet accord trouvé entre les services pénitentiaires israéliens et les détenus, membres du Hamas. Les détenus sécuritaires dans les prisons israéliennes ont ainsi mis fin lundi à la grève de la faim entamée la semaine dernière. D'après cet accord, des téléphones publics seront installés dans toutes les zones de détention des prisonniers sécuritaires de l'ensemble du pays. Ces téléphones feront évidemment l'objet d'une surveillance électronique particulière. Concernant le droit de visite qui avait été suspendu en raison des attaques contre des gardiens, les proches des détenus pourront leur rendre visite, mais elles seront moins nombreuses et autorisées au cas par cas. Une victoire donc pour le Hamas, si l'on en croit les déclarations du groupe terroriste, le Hamas qui semble étendre également son influence en Cisjordanie. Selon un haut responsable de Ramallah, le Hamas tenterait d'acheter des membres des forces de sécurité de l'autorité palestinienne qui, en raison, entre autres, des réductions des aides américaines, n'a pas les moyens de payer la totalité des salaires de ses fonctionnaires. Du coup, le Hamas proposerait de compenser. En échange, ces membres des forces rejoindraient les rangs du Hamas. Hamas toujours, l'organisation terroriste est décidément sur tous les fronts, y compris sur celui de l'Eurovision. À l'instar de Daesh qui menaçait jadis la Coupe du Monde, le Hamas a publié un clip de menace contre le concours de la chanson. Ça peut prêter à sourire, mais les Israéliens ne prennent aucun risque. Tsahal a annoncé le déploiement de batteries antimissiles supplémentaires à l'occasion de l'événement qui aura lieu au mois de mai. Un dernier mot qui concerne le front nord israélien. Cette fois, le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, était reçu hier par Bachar al-Assad à Damas. Au menu des discussions, la présence iranienne en Syrie et les raids israéliens contre ces positions du régime des Mollahs dans le pays. Des raids contre lesquels Damas reste impuissant. Voilà Mathias, il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de vos invités. Excellente soirée. Merci Mary. On reste sur la région nord justement. Avec vous, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. On aurait pu s'attendre à ce que cette fameuse politique d'ambiguïté revienne sur le devant de la scène après le scrutin. Visiblement, il n'en est rien. Benjamin Netanyahou laisse supposer que c'est bien Israël qui a frappé Hama et Homs. Pourquoi ? Parce que les choses deviennent de plus en plus claires. Il y a véritablement une politique iranienne et une politique syrienne de se renforcer et de créer un front militaire au nord d'Israël. C'est plus un secret pour personne. Et du côté israélien, il y a une volonté claire et nette de dire au monde entier d'abord, à la communauté internationale évidemment, aux Iraniens et aux Syriens, nous sommes là, nous ne laisserons pas ce front nord devenir un champ de bataille avec des missiles de longue portée iraniens et des missiles extrêmement sophistiqués qui sont en construction dans des bases iraniennes en Syrie. Et donc Israël est là pour le... Une guerre psychologique en clair. C'est une guerre qui est d'abord avant tout une vraie guerre. Et c'est aussi une guerre avec une dimension psychologique et de communication. Autre info de la semaine, c'est cette menace des milices chiites au Bahreïn qui a poussé la délégation israélienne finalement dirigée par le ministre de l'économie à renoncer à faire le déplacement. Comment ça se passe, Olivier? Je sais que vous ne pouvez pas trop en dire, mais lorsqu'il y a une tête de délégation israélienne qui part à l'étranger, comment ça se passe? D'abord, c'est le Shin Bet qui est en charge de la sécurité d'Israël et des délégations israéliennes qui partent à l'étranger, qui donne son feu vert ou son feu rouge s'il y a des problèmes de sécurité. Dans ce cas-là, vous l'avez dit vous-même, des menaces terroristes provenant de l'Iran, puisque Bahreïn est sous l'influence iranienne. Il y a quand même des relations avec d'autres pays, mais l'Iran est présente avec des milices pro-chiites et anti-occidentales à Bahreïn. Donc il semblerait que l'évaluation des faits a fait que cette délégation, effectivement, ne s'est pas rendue à Bahreïn pour des raisons de sécurité, tout simplement. Alors, autre menace, et elle est concrète, et vous allez peut-être nous le dire ou pas, cette mise en garde du bureau de contre-terrorisme à Jérusalem qui a demandé aux Israéliens de quitter immédiatement le Sinaï. C'est une nouvelle mise en garde ou là, il y a vraiment du concret? Non, nous sommes à la veille de Pessah.
Donc beaucoup d'Israéliens et de touristes veulent se rendre au Sinaï pour jouir du soleil et de la mer. Mais il faut savoir, et vous l'avez dit vous-même, c'est important de le signaler et de le dire, il y a des menaces concrètes et immédiates d'attaques terroristes provenant de groupes liés soit à Daesh, soit des mouvances de Al-Qaïda ou d'autres groupes islamistes intégristes dans le Sinaï, qui depuis malheureusement des années est un lieu propice à ce genre d'action. Et donc, lorsqu'on dit il faut quitter le Sinaï immédiatement, c'est pas un jeu. Quelle est la marge de manœuvre d'Israël dans ce cas-là? C'est pas aller les chercher et les ramener? Non, les gens reçoivent les informations et les gens soit ne s'y rendent pas, soit doivent quitter. Maintenant, on ne peut pas obliger les gens à partir, on leur donne l'instruction, on leur donne l'information et on espère que les gens n'iront pas se promener dans des endroits dangereux pour leur sécurité. Merci Olivier Rafouich d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes colonel de réserve de l'armée israélienne. Allez, on revient sur l'actualité défense aérospatiale civile de la semaine dernière, plus exactement cette station Bereshit qui a réussi l'exploit d'atteindre la Lune, mais pas de s'y poser de quoi faire pousser des ailes aux ingénieurs de SpaceIL et de se lancer à nouveau à la conquête de l'espace. Regardez. Dans l'espace plus qu'ailleurs, réussir, c'est persévérer. Jeudi 11 avril dernier, après avoir fait rêver tout Israël, la sonde Bereshit s'est crashée en vol quelques minutes seulement avant son alunissage. Et si SpaceIL a déjà annoncé que la mission Bereshit 2 était en préparation, il faudra attendre encore 3 ans, voire 5, avant de revoir un engin bleu et blanc en orbite. Malgré cet échec, Bereshit, une mission hautement symbolique, est déjà un exploit. Lancé le 22 février depuis la base de Cap Canaveral par une fusée Falcon 9, c'est le premier engin développé et lancé par des sociétés privées à atteindre la Lune. Cette mission d'un montant total de 100 millions de dollars avait été largement prise en charge par le philanthrope millionnaire Maurice Kahn. Israël, petit pays de 8 millions d'habitants, tentera donc de nouveau de se poser sur la Lune. Et s'il veut rejoindre le cercle fermé des nations ayant réussi ce pari, États-Unis, Russie et Chine, il lui faudra compter avec l'Inde et le Japon, déjà dans les starting blocks. Et pour parler de Bereshit 2, numéro 2, je reçois un ingénieur système, Ariel Gomez. Bonsoir, vous êtes ingénieur système de SpaceIL. Première question concrètement, on verra quand Bereshit 2 dans l'espace? Bonsoir, là on est en train justement d'analyser et de voir quand ça va se passer, je pense d'ici 2-3 ans. Vous avez une info d'ailleurs de dernière main, ça vient de sortir le communiqué, c'est pour ça que vous avez le droit d'en parler. Visiblement, ce n'est pas une panne de moteur qui a empêché la navette de se poser, mais visiblement un reset de l'ordinateur. Exactement, c'est donc on vient de finir ces derniers jours de voir ce qui s'est passé. Effectivement, c'est l'ordinateur de bord qui a effectué un reset, plusieurs resets, et qui était responsable du moteur et qui a causé l'arrêt du moteur, qui a causé le crash de Bereshit. Donc en clair, ce n'est pas un problème de moteur, on le répète, le moteur allait parfaitement bien du début jusqu'à la fin. Le moteur fonctionnait du début jusqu'à la fin. Vous étiez en charge de quoi dans le projet? Alors j'étais en charge de l'expérience scientifique qu'on a fait durant tout notre parcours et autour de la Lune. J'étais en charge aussi de choisir le site d'atterrissage, une partie de la logique de la fusée et aussi du database qu'on appelle de la base de données de Bereshit. Ça veut dire que si le moteur avait fonctionné, il y avait de grandes chances pour qu'il puisse poser ses 4 pattes sur le sol plutôt de cratère lunaire? Exactement, c'est des landing pads qu'on appelle, ce ne sont pas des pattes, mais c'est effectivement... S'il n'y avait pas eu cette panne de senseur qui a causé ce reset de l'ordinateur, aujourd'hui on serait sur la Lune. Un projet spatial, Bereshit 2, ou des visions militaires également, Ariel Gomez? Je sais que vous êtes limité pour y répondre. Exactement. Je dirais plus que, justement, ce matin, j'ai parlé avec le Machon Weizmann, l'Institut Weizmann. Je pense que ça sera plus ou moins comme ça a été Bereshit 1. Je suppose qu'on profitera aussi pour faire certaines expériences scientifiques. Soit du militaire? Ça, je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a encore un peu de tôt pour le dire. Comment on passe, alors justement vous étiez commandant d'unité de réserve de tankistes, comment on passe de la poussière du sol à la poussière des étoiles? Alors c'est vrai que c'est un changement un peu brutal et un peu difficile, mais je pense que ça vaut le coup et il faut travailler beaucoup. Il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de moments, c'est-à-dire où vraiment il faut inventer des nouvelles solutions parce qu'en Israël personne n'est arrivé jusqu'à la Lune, donc il a fallu tout inventer de zéro. Et il y a eu des moments des hauts, des bas. Je peux le dire pour moi, mais finalement on y est arrivé.
Est-ce qu'on peut dire que vous avez profité de cette génération dorée des franchises dans l'industrie aérospatiale? Je pense à Dov Raviv qui est francophone et je pense à Patrick Rosenbaum, à tous ces Français, David Harari, Gadi Cohen, tous ces Français qui ont fait en sorte que cette industrie soit au top aujourd'hui. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Moi, je venais d'un background, enfin d'un passif un peu différent, dans le sens que je venais de l'armée de terre. Mais c'est aussi vraiment avec... c'est un autre Français, j'ai commencé à travailler à Elbit, dans le groupe Elbit, en collaboration avec un autre Français. Et il y a une entraide, et je pense que c'est vrai qu'il y a une influence. Pourquoi c'est français? Pourquoi c'est francophone dans l'industrie aérospatiale? Je pense parce que d'abord c'est intéressant. C'est de l'ingénierie et je pense qu'en France, on est aussi pas mal porté sur l'ingénierie et il y a un bon background dans ce domaine-là. Et je pense qu'il y a une certaine entraide, je pense, qui est faite en Israël entre les Français eux-mêmes. Je pense qu'effectivement, ça a joué. La propulsion de Bereshit 2 via SpaceIL, est-ce qu'elle a bénéficié de ce savoir-faire, de cette expérience acquise dans la défense antiaérienne, par exemple, au niveau militaire? Effectivement, il faut dire que ceux qui ont développé tout le système de propulsion, on parle de l'industrie de EIA, de la Taccia Avirit, ce qu'on appelle en Israël, l'industrie aéronautique d'Israël. Effectivement, le gros de cette industrie est axé défense. Les ingénieurs qui ont travaillé avec nous sont des personnes qui ont travaillé sur des missions qu'on ne peut pas détailler ici, mais le gros de la propulsion a été basé et vient de tout ce savoir de l'industrie militaire, c'est sûr. J'imagine, alors, bien que ce soit vos concurrents, vous avez pu avoir un léger regard sur les nano-satellites de surveillance lancés par Rafael, même si, je précise, c'est un concurrent. Est-ce que c'est aussi vers ça qu'on tend, plus ou moins, chez SpaceIL, faire plus petit pour être plus fort ensuite? SpaceIL est une association. C'est une association à but non lucratif qui a pour but de mettre le drapeau d'Israël sur la Lune. Donc, je ne pense pas qu'on puisse parler de concurrence et secondo dans le marché. Et SpaceIL par elle-même n'a pas de vision de marché ou de client. Donc, c'est-à-dire que c'est très spécial. Ça veut dire que c'est vraiment une association qui a pour but de mettre le drapeau d'Israël sur la Lune. Un projet à but éducatif. On avait aussi une mission scientifique, mais c'est surtout sur l'éducation des jeunes, de promouvoir l'étude des sciences, de promouvoir l'étude de l'espace, d'intéresser toute la population, parce qu'on voit que ce qui s'est passé jeudi soir dernier, c'est qu'il y a eu une population, et pas qu'en Israël, c'est-à-dire que même de l'extérieur, j'ai reçu des appels d'Australie et des États-Unis, de France. C'est-à-dire vraiment, il y a eu une union, de tous les Juifs autour de ce projet, et de tous ceux qui aiment Israël, et même d'autres, même au-delà. Et vraiment, il y a eu un intérêt autour de la Lune. Et je pense que ça a été le but de SpaceIL qu'on a accompli vraiment notre mission de pouvoir intéresser les gens à quelque chose qui est en-delà, qui est vraiment grand et qui est comme la Lune, qui est un satellite naturel. Je pense que c'était vraiment... On a réussi sur ce point-là à 100%. Ariel Gomez, on a plus ou moins le même âge, la même génération. On a tous grandi avec Tintin sur la Lune. C'est quoi, c'est Ariel sur la Lune? Je dirais SpaceIL sur la Lune. On est toute une équipe. On a travaillé ensemble. On arrivait sur la Lune. On a mis le drapeau d'Israël sur la Lune. Pas exactement dans la position dans laquelle on pensait, mais on y est, on y est là-bas. Et vraiment, nous, comme on va dire dans quelques jours, Dayenu, on est vraiment content de ce qu'on a réussi à faire et j'espère que la prochaine fois sera encore mieux. Donc Bereshit 2, en un mot, optimiste ou pas? Je suis très optimiste. C'est ça c'est ça le moteur de propulsion de Bereshit 2. C'est l'optimisme de vous et de vos confrères de SpaceIL. Merci Ariel Gomez d'avoir été avec nous pour parler de Bereshit 2, peut-être 3, 4, 5, jusqu'à l'infini. C'est sûr qu'il y aura des implications et c'est sûr que ça va ramener beaucoup de projets en Israël à long terme. Merci Ariel Gomez. Merci beaucoup, Rick Samer. Je vous propose à présent une immersion au cœur de la première et la seule d'ailleurs académie pré-militaire druso-juive, où futurs soldats drusses et juifs donc, israéliens, s'entraînent à l'excellence avant de porter ensemble le même uniforme de Tsahal. Regardez ce reportage et on se retrouve en extérieur avec le directeur de l'académie. L'union fait la force. C'est peut-être ça,
le slogan de cette académie pré-militaire druze, ouverte depuis quelques années aux juifs israéliens. Mais pourquoi rester entre nous? La mixité se fait de manière naturelle au sein de l'armée. Alors pourquoi ne pas penser à réunir druzes et juifs avant même qu'ils ne s'engagent? 3 ans après avoir commencé à recruter des futurs soldats juifs israéliens, cette académie compte 38 candidats, 20 druzes et 18 juifs israéliens. Sur 297 diplômés de cette académie pré-militaire, 40 sont devenus officiers au sein d'unités combattantes. Une vraie carte de visite qui pousse à l'excellence. L'un des objectifs de notre académie, c'est aussi de renforcer l'hébreu de nos candidats druzes, renforcer leur connaissance de l'histoire du pays, mais également d'apprendre un arabe basique à nos candidats juifs. C'est le cas de Shachar et de Ron. Le premier est juif, le second, druze. Et c'est la participation active des druzes dans des unités combattantes qu'il remarque en premier lieu. J'ai tout de suite été séduit par la mixité avec des druzes, parce que je sais que les druzes s'engagent au sein d'unités les plus combattantes et les plus opérationnelles de Tsahal. Quand je parle de druzes, de juifs, ça me dérange. Je les vois comme des frères. Nous avons 3 principes sur lesquels nous ne transigeons pas. La religion, respecter nos femmes et protéger la terre. C'est notre terre. Nous combattons pour elle. Et c'est là que prend tout le sens d'un cursus pré-militaire judéo-druze. Ici, dans cet entraînement de paintball, dans chaque équipe, des druzes et des juifs. Comment casser le jeu de barrière qui existe entre les deux communautés, un lien qui s'est pourtant fissuré lorsque la loi sur l'État-nation a été votée. Elle ne considère pas les druzes comme des citoyens égaux. C'est une loi qui n'est pas bonne, mais juste, qui doit être modifiée. Mais cela n'enlève en rien ma loyauté, mon appartenance à l'État d'Israël et à ses symboles. Et pourtant, dans les faits, les druzes ont le pourcentage de conscription militaire le plus haut en Israël. Et parmi ceux qui s'engagent le plus dans des unités combattantes. C'est le cas de Rahanan, ancien élève de l'académie, et aujourd'hui commandant de réserve d'une unité de tankistes. La plupart des élèves s'engagent dans les unités combattantes et c'est vers ces unités que nous les poussons pour qu'ils soient de bons combattants. Bien que je dis toujours que chaque soldat, quel qu'il soit, a son importance au sein de nos forces. Au final, ce sont des jeunes plutôt soudés que nous filmons, décidés pour leur très grande majorité à laisser de côté les controverses et espérer atteindre, sous le même uniforme, les sommets de la hiérarchie militaire israélienne. Et nous sommes donc avec le directeur de cette académie pré-militaire druzo-israélienne El Carmel, Mounir Madi. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que votre rôle, finalement, il est uniquement communautaire ou il y est également social ? Entre les deux, comme on dit, mais plus social en tant que directeur de l'académie de préparation militaire Carmiel. Comment expliquez-vous qu'il y ait encore ce besoin de réunir des futurs soldats juifs et druzes sous un même chapeau, celui d'être israélien ? Je ne sais pas si vous avez visité notre académie, qui est l'équivalent de Bet Labanim pour le secteur druze. Un lieu qui par le passé incarnait cette relation. Avant l'écriture de la Hatikva, l'hymne national, en 1882, bien avant la création de l'État d'Israël, bien avant les lois adoptées par l'État d'Israël, et bien avant l'adoption dernièrement de la loi sur Israël, l'État-nation du peuple juif. C'est sur cette base que nous avons voulu mettre en relation les jeunes druzes et juifs dans le cadre d'une académie pré-militaire, et sous un même toit dans tous les sens du terme. J'entends à vos propos que la pilule concernant la loi sur l'État-nation a du mal encore à passer. Non, pas vraiment. J'avais à l'époque un certain nombre d'idées sur cette question et je pense encore aujourd'hui que nous n'avons aucun problème avec ce que prévoit cette loi. Pas avec l'État juif et démocratique. Aucun problème avec ses caractères et pas même avec ses symboles, le drapeau et l'hymne national. J'ai toujours affirmé que cet hymne a été écrit chez nous. Que dire de plus? Et certainement pas de problème avec le jour du souvenir ou le jour de l'indépendance. Par contre, nous avons un problème avec ce qu'il n'y a pas dans la loi. Cette loi a provoqué, je ne dirais pas une sélection, mais une séparation entre juifs et non-juifs. Et naturellement, les druzes se sont retrouvés de l'autre côté, qu'ils le veuillent ou non. Je suis certain que le législateur n'avait pas la volonté de porter atteinte aux druzes. Je reste convaincu que le Premier ministre et l'ensemble des ministres de ce gouvernement ou du prochain estiment le secteur druze et sa contribution à la sécurité de l'État d'Israël.
Mais c'est aujourd'hui la réalité et à partir de là, nous devons agir. Est-ce que vous ressentez une perte de motivation des soldats druzes sur le terrain? Écoutez, on ne peut pas contester les sentiments. Et le sentiment est que nous avons été catégorisés. Et comme le disent les jeunes, classés comme citoyens de seconde zone. Cela aura-t-il un impact à court terme sur l'armée? La réponse est non. Si cela aura des répercussions sur le long terme, j'espère encore que non. Parce que tous ceux qui ont un rôle à jouer dans cette relation entre les Druzes et le peuple juif ne baisseront pas les bras. Et pourtant, la classe politique israélienne dans son ensemble salue la présence d'officiers ou de soldats druzes dans les unités des infiltrés, les Mistaravim ou les Doudevan. Il y a également cet exemple de cet officier supérieur M qui avait été tué dans cette opération de l'unité d'élite israélienne à Khan Younes, dans Gaza. Vous avez rappelé le colonel M, originaire d'un de nos villages dans le nord, et de nombreux autres, comme le policier Zidan Seif, qui a connu une notoriété internationale pour avoir stoppé les terroristes de la synagogue d'Arnof à Jérusalem, et d'autres encore. Khalil Shaalan aussi. De nombreux jeunes qui défendent de leur corps cet État, et c'est une évidence. On ne pose pas de questions parce que nous faisons partie de cet État, du peuple et de l'armée, et c'est ce que nous ressentons. Et dans ce contexte, je fais confiance aux politiciens. Mais une situation a été créée à partir d'une incompréhension. Quelqu'un a dû donner un mauvais conseil pour faire adopter la loi. Et maintenant que la question a été tranchée, il faut voir comment aller de l'avant tout en préservant les relations et la confiance entre les Druzes et l'État. Réparer ce qu'il est possible de réparer et introduire la notion d'égalité pour cette population. Ce qui lui revient de droit et pas par charité. Une notion de base qui figure dans la déclaration d'indépendance. Dernière question, à quand un chef d'état-major druze? Je ne sais pas pour le chef d'état-major, mais on se contentera d'un chef d'état-major adjoint et nous avons déjà un candidat. Il y a déjà eu un premier général druze, Yosef Mishlam, un des officiers les plus respectés que nous avons reçus dans notre institut. Nous avons aussi le général Kamia Abou Roukoun, coordinateur des activités israéliennes dans les territoires. Nous avons un officier druze, l'attaché militaire du président qui est aussi druze. Ne pas oublier non plus l'ancien commandant de la division Golani qui a été blessé pendant bordure protectrice, Hassan Alian, et qui est désormais sur une voie toute tracée pour obtenir le grade de général. Il vise le poste de chef d'état-major adjoint, et pourquoi pas, celui de chef des armées. Mounir Mahdi, merci d'avoir été avec nous dans Défense. Merci. C'est désormais officiel, la ministre de la Défense allemande Ursula von der Leyen a annoncé une réforme prévoyant la nomination de rabbins militaires qui seront au service d'environ 400 juifs dans la Bundeswehr, l'armée allemande donc. Une première depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour en parler, nous sommes en connexion vidéo avec Torben Schütz, chercheur à l'Institut DGAP, spécialiste des questions militaires allemandes. Bonjour, première question, pourquoi a-t-on pris maintenant la décision d'engager des aumôniers juifs dans l'armée allemande ? Le ministère de la Défense a exploré cette idée d'engager des rabbins militaires au cours de ces 7 dernières années et a négocié en vue de cet objectif avec le Conseil central des Juifs en Allemagne. Je dirais donc que ce n'est pas un geste spontané, mais que cela reflète plutôt la manière dont l'armée allemande prend au sérieux le fait que chaque soldat allemand a droit à une certaine attention, y compris par exemple dans le contexte religieux et la libre pratique de sa religion dans le pays défini par les règles en vigueur dans les forces armées. Et une autre raison à cette décision, c'est que le président du Conseil central des Juifs en Allemagne a indiqué que la communauté juive souhaitait apporter son point de vue et son expertise sur les questions théologiques et ethniques liées à l'armée. Est-ce que c'est pour vous le fait d'engager des rabbins dans l'armée allemande un symbole qui vise à tirer un trait sur ce sombre passé de l'Allemagne ? Enrôler des aumôniers militaires ne consiste pas vraiment à briser le passé. Les forces armées, après la Seconde Guerre mondiale, ont beaucoup insisté sur le fait de créer un contraste frappant avec les forces armées de l'Allemagne nazie.
Faire venir des rabbins, et probablement à l'avenir aussi quelques imams, consiste plutôt à refléter la nature actuelle et la diversité croissante des forces armées allemandes, qui reflètent à leur tour, dans une certaine mesure, la diversité croissante de la société allemande dans son ensemble, et je pense que le ministère de la Défense allemand et les forces armées sont vraiment heureux et reconnaissants que les Juifs allemands soient prêts et désireux de servir dans nos forces armées. Est-ce qu'on peut s'attendre donc, ou pas, à une recrudescence antisémite avec cette nouvelle initiative ? Je ne prévois aucune nouvelle réaction antisémite causée par cette initiative, ni dans les forces armées, ni dans la société allemande dans son ensemble. Les forces armées allemandes sont de plus en plus conscientes des problèmes causés par l'extrême droite, notamment l'antisémitisme. Et les départements responsables sont très actifs et prêts à punir les soldats qui commettraient de tels actes. Honnêtement, la société allemande dans son ensemble ne se soucie pas assez de ce qui se passe dans l'armée pour prendre cette initiative comme point de départ d'une nouvelle vague antisémite. Merci à Torben Schütz. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut DGAP à Berlin. Voilà, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente semaine sur i24 News. Quant à moi, je vous retrouve très vite, même heure, même plateau. Soyez en sécurité dans le monde de la défense. À très vite.